Salut tout le monde. Ce sera pour ma réaction à chaud du combat entre Ikram Aliskerov et Robert Whittaker. Le combat était plutôt expéditif, plutôt rapide. Je pensais que Whittaker allait gagner, pas parce que Ikram Aliskerov est mauvais ou nul. Je pensais que Whittaker allait gagner parce que je l'ai tweeté sur Twitter. Au-delà des styles, parce que oui, nous sommes en MMA et souvent les styles des combattants vont donner une certaine direction au combat. Mais au-delà des styles, quand on regarde tout l'arsenal des combattants, Robert Whittaker et Israël Adesanya sont pour moi les meilleurs poids moyens. Du moins quand on regarde la division et on regarde la façon dont ils utilisent leurs armes, la façon dont ils mettent ensemble les différentes pièces. Pour moi, ce sont les meilleurs. Même si je sais que Strickland a battu Israël Adesanya et je sais que Dricus du Plessis a battu plusieurs combattants et a battu aussi Robert Whittaker. Pour moi, ces deux, ils restent les meilleurs. Et bon, je vais clairement changer mon avis si Dricus du Plessis et Strickland nous montrent beaucoup d'autres choses dans les années à venir. Donc, c'est pour cette raison que je pensais que c'était beaucoup trop pour Ikram Aliskerov. Même déjà pour Khamzat, j'avais fait toute une analyse sur ça. Même pour Khamzat, ça n'aurait pas été du gâteau. Mais dans le cas de Khamzat, il a déjà de l'expérience avec l'UFC. Il a déjà de l'expérience pour compétir à ce niveau. Donc, c'est pour ça que je pensais que la marche était trop haute pour Ikram Aliskerov. Il reste un bon prospect de ce que j'ai vu sur les réseaux. Je ne le connais pas, mais de ce que j'ai vu sur les réseaux, il a une bonne personnalité. Donc, personnellement, je n'ai absolument rien contre lui ou contre n'importe quel autre combattant. De temps en temps, je peux blaguer, donner l'impression que je déteste des combattants. Mais non, je ne déteste pas les combattants parce qu'une fois de plus, je ne connais pas ces gens et je les juge uniquement sur ce qu'ils font dans la cage. À part peut-être notre ami John Jones. Mais revenons au combat. Ce qui a dit sur ce combat, c'est que Ikram n'est juste pas au niveau. Dans ce sport, il y a des classes, il y a des niveaux. Et je vais rapidement parler des fans avant d'analyser les quelques secondes, parce que oui, c'était court, mais il y a beaucoup de choses à analyser. Des fois, les fans, des fois, les fans pensent en fait que leur combattant préféré pourrait battre Thanos. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à un peu comprendre parce que quand on regarde assez longtemps ce sport, on se rend juste compte que chaque combattant a son moment, chaque combattant a son heure. Et personne n'est invincible. Il y a des gens qui se rapprochent de l'invincibilité, mais même Khabib, s'il avait continué à combattre beaucoup plus longtemps, quelqu'un l'aurait eu. Donc à partir de là, des fois je ne comprends pas la réaction de certains fans. Comme je l'ai dit la semaine passée, on m'a traité de certaines choses. J'étais juste surpris. Je me disais, oh, c'est vraiment pour du MMA, c'est vraiment pour un sport qu'on dit toutes ces choses. Et je n'avais même rien dit de mal. J'avais techniquement dit que bon, c'était du Dana White privilège. Et là, on a vu que le Dana White privilège peut des fois déraper. Ça peut vraiment déraper. Ikram n'avait en réalité rien à faire avec Robert Whittaker dans la cage. Le match-up ne faisait pas vraiment de sens et ce n'était pas forcément... Bon, après, du point de vue de Ikram, il avait tout à gagner. Donc, je comprends pourquoi il a accepté. Mais pour le développement long terme d'un combattant, ce n'est pas idéal de les mettre dans ce type de situation. Je sais que c'était un short notice. Je sais que l'administration UFC était probablement pressée par le temps, mais ce n'était pas une bonne idée. Parce que je ne pense pas que ça va agir sur la confiance d'Ikram, mais ça pourrait aussi agir sur sa confiance et ça pourrait le changer. Ça, ce sont des choses qu'on ne sait pas. C'est juste à son prochain combat qu'on saura. C'est à sa prochaine performance dans la cage que nous saurons. Donc, sur la façon dont ça s'est fait, sur tout le volet Dana White privilège, c'est mon avis. Maintenant, dans le combat, parlons du niveau des deux. Ce qui est analysé dans le combat, c'est que dès que Robert Whittaker a démarré, dès la première seconde, il a démarré avec des feintes. Maintenant, le problème, c'est que Robert Whittaker, il le fait souvent. Mais quand tu es d'un certain niveau de striking, tu sais que c'est un jeu d'échecs. Tu ne veux pas donner de grosses réactions pour permettre en fait à la personne qui fait les feintes d'enregistrer l'information. Parce que c'est ça le but des feintes. Donc Robert Whittaker, il a démarré automatiquement avec des feintes et il faisait sortir de grosses réactions d'Ikram. Moi, je l'ai remarqué dès la première seconde.
Mais pour être sincère avec vous, je ne pensais pas que ça allait payer cash aussitôt. Je pensais que ça aurait peut-être duré 1 round, 2 rounds, et peut-être au 3e round, quelque chose se serait passé, ou peut-être au 2e round, mais je ne pensais pas dans les premières secondes. Mais Ikram a donné à Robert Whittaker toute l'information dont il avait besoin. Comment Robert Whittaker a fait ses feintes? Il a démarré, il a fait une feinte d'entrée, et quand il a fait sa feinte d'entrée, Ikram a levé sa jambe avant. Ce qui a certainement donné l'information à Robert Whittaker. Si moi je l'ai vu, il a certainement vu aussi. Il a fait une feinte d'entrée et quand Whittaker, souvent quand il rentre, il aura tendance à baisser un peu la tête du côté. Parce que l'angle de cette jab, c'est du bas vers le haut. C'est pas en ligne droite. Il change souvent l'angle de cette jab en fait. Et de ses overhand aussi. Donc, il a tendance à baisser un peu sa tête. Donc, la première seconde, il fait une feinte et il baisse légèrement la tête et Ikram sort directement. C'était une grosse réaction. Et moi, je me suis dit, ouf, oh là, tu veux pas refaire ça parce que tu es en train de lui donner en fait l'information. Donc, quand il a sorti le genou, Whittaker s'est certainement dit, ok, donc probablement quand je vais rentrer, tu as peut-être pour consigne de me mettre le genou ou de m'accueillir avec un kick à l'endroit où ma tête est souvent. Donc je comprends alors que en rentrant, je dois garder ma tête plutôt haute parce que c'est ce que tu veux faire. Pour une deuxième feinte, Whittaker a fait la même chose et Ikram a eu la même réaction. Il a eu la même réaction et c'est sur la troisième que ce n'était pas une feinte. Whittaker avait toute l'information dont il avait besoin et il a eu. Donc première feinte, Whittaker a fait ce que je viens de vous exposer. Deuxième feinte, Whittaker fait la même chose, mais légèrement différent, mais c'était relativement le même mouvement. Et Ikram a eu la même réaction. Donc Whittaker a eu toute l'information dont il a besoin pour la troisième séquence qui était le KO. Et c'est ce que je dis dans ce sport, il y a des classes. Il y a des classes. Face à des combattants comme Whittaker, comme Adesanya, quand ils font des feintes, quand ils font ce type de choses, ou bien je dirais même Pereira, tu veux pas leur donner de grosses réactions. Sinon, ils vont automatiquement enregistrer cette information, ils vont s'adapter. Donc, pour la séquence qui a démarré la fin du combat d'Ikram, pour la séquence qui a démarré le KO d'Ikram, Whittaker, il est légèrement allé vers la gauche, mais au lieu de faire une feinte, il est juste rentré directement. Il est rentré, il a utilisé sa main avant, il a baissé la main, la main arrière d'Ikram et il a aligné directement le droit dans la tempe d'Ikram, directement. Pourquoi Ikram n'a pas réagi à tout ça? C'est parce que, bien sûr, pour une troisième fois, la jambe de Ikram, le genou de Ikram était encore dans l'espace. Donc, 3 fois d'affilée, Ikram a eu la même réaction. Et juste là, ça montre le niveau de striking. Ok, la première fois, tu as mordu. La deuxième fois, tu as mordu. Sincèrement, c'est déjà trop. Tu n'es pas censé mordre autant. Et la troisième fois, tu mords vraiment. Il a encore mordu une troisième fois. Et ça, ce n'était juste pas bon. Donc ensuite, ce qui s'est passé, vous avez tous vu la séquence. Whittaker l'a poursuivi et a techniquement finalisé le combat. C'est ça. Maintenant, quelle est la suite pour Whittaker? Bon, il n'a pas pris beaucoup de dommages ou il n'a pas beaucoup encaissé. Il n'a même rien encaissé. Donc éventuellement, pour le prochain combat Adesanya et Dricus du Plessis, il pourrait juste attendre. Si j'étais à sa place, je me maintiendrais quand même un peu en forme, juste au cas où, on ne sait jamais. Sinon, on verra ce que Whittaker fera. Sinon, Ikram, quelle est la suite? Passer à travers les différents contenders, c'est ça la suite pour lui. Parce que, comme j'ai dit, ça c'était du Dana White privilège. Et là, vous avez eu un exemple de quand le Dana White privilège ne tourne pas à l'avantage du combattant. Parce que Ikram a compéti avec Khamzat, il a compéti aussi avec Islam, donc sa confiance peut être touchée, il peut se poser des questions. Et pas besoin, et pourquoi on l'a mis dans cette situation? Pourquoi on l'a pas laissé dans son état d'esprit d'invincibilité qu'il avait en venant à l'UFC? Parce que la seule personne qu'il a battue est considérée invincible aussi, est considérée comme l'un des combattants les plus prometteurs, mais maintenant il vient de perdre face à Whittaker. On ne sait pas comment son mental sera. Donc des fois quand on va parler de Dana White privilège, il faudrait que les fans comprennent que, en tant que fan, on devrait comprendre que ce n'est pas souvent dans l'intérêt du combattant, ce n'est pas tout le temps dans l'intérêt du combattant, parce que des fois ça peut vraiment déraper quand c'est mal fait. C'était un peu ça ma réaction. Ah non, avant de partir, je ne sais pas s'il veut encore parler de Chara Boulette.
face à Trocoli. Performance plutôt moyenne. Et c'est pour ça que moi, j'ai souvent un problème avec les grosses invincibilités, les grosses et les longues invincibilités. Des gens qui sont invincibles sur 15 combats, sur 20 combats, sur 100 combats. Ok, quel est le niveau de compétition? Pas que l'invincibilité n'est pas sérieuse, mais quel est le niveau de compétition que tu as affronté? Et c'est ce qu'on a vu ce soir. Je pensais, moi, personnellement, que Trocoli serait venu pour éteindre, parce que de ce que je sais sur lui, je serais très étonné si l'UFC le garde, ou si on le voit encore à l'UFC. Je serais vraiment étonné, mais après, on ne sait jamais ce qui se dit ou on ne peut jamais totalement anticiper ce que l'UFC fera, mais je serais très étonné s'il garde Trocoli. Donc moi, je me disais, c'est sa dernière chance, plusieurs annulations, des problèmes avec l'USADA. Le gars, il va au moins venir pour se battre. Mais oui, il est venu, il s'est battu un round, et les 2 autres rounds, là, il regardait juste Chara. J'étais devant mon écran, je me disais, mais vas-y, poto. Le gars devant, en plus, il t'envoie que des low kicks. Chara, il n'envoyait que des low kicks. Mais bon, on nous l'a vendu comme le grand striker qui écrase tout le monde, qui va rouler sur tout le monde. Moi, je conseillerais à tout le monde d'être patient. Patient, oui, on a tous nos préférés, mais il faut rester lucide dans l'histoire. Surtout si on veut avoir des débats. Si tu ne veux pas être lucide, pas de souci. Écoute, tu peux penser ce que tu veux. C'est ton droit. Moi, je dis toujours, c'est ton droit. C'est un sport qu'on partage tous. Donc, tout le monde a le droit à un avis. Mais si on veut avoir un débat sérieux, on doit avoir quand même une certaine base de lucidité. Et la façon dont, par exemple, Chara en particulier avait de la hype avant par exemple, son tout premier combat. Je n'avais jamais entendu parler du gars et on me disait que c'était un tueur. Je disais un tueur à l'UFC. Et je regarde, il avait toujours 0 combat à l'UFC. Et c'est ce que je dis. On ne sait jamais. Tant que tu n'es pas à l'UFC, on ne sait pas. Je peux pas vraiment savoir tant que tu n'es pas à l'UFC. Donc quand les gens sont hors UFC et ils disent oui, je suis ceci, oui, je suis cela, c'est pas pour te manquer de respect, je te respecte et tout, mais je ne saurais pas tant que tu ne seras pas à l'UFC. Et ce soir, on a encore eu 2 cas en Ikram et Chara. Mais bon, pour finir, Ikram Aliskerov devrait garder la tête haute. Il n'a pas démérité. C'est un short notice. Ça ne veut pas dire qu'il est un mauvais combattant. Je pense qu'il est un bon combattant. Je pense qu'il a une bonne personnalité. Rien contre lui. Mais il faudrait que les fans arrêtent un peu. Il faudrait que, comme j'ai dit, qu'il y ait plus de lucidité dans les choses. C'est tout. Et il faudra aussi que Dana et l'administration qu'ils aillent un peu mollo, qu'ils aillent tranquillement avec les nouveaux prospects. On a compris que Khabib était une grosse hype. On a compris que l'UFC est désespéré pour avoir encore de nouvelles stars, de grosses stars, de réelles stars qui vont capturer de gros marchés. On a compris tout ça. Mais il ne faut pas aussi griller la confiance des jeunes combattants. Il ne faut pas aussi griller la confiance des nouveaux comme Ikram. C'était un peu ça ma réaction à chaud. Peut-être après on pourra en parler encore plus en détail, mais c'était ça ma réaction à chaud. Partagez, aimez, abonnez-vous à la chaîne et on se dit à la prochaine.